Je suis avec Hélène, présente. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Moi je suis Patrick Vigneault, on est tous les deux harmonistes, cofondateurs de Biharmoniste. Donc on va partager aujourd'hui ensemble 30 minutes de présentation et on essaiera 30-35 minutes, on dérape toujours un petit peu. Et puis on essaiera aussi bien sûr de laisser pas mal de temps aux questions. Pendant que tout le monde est en train de se connecter, merci encore pour votre présence. On peut faire passer tout de suite un petit sondage. Et je vais vous faire une petite intro pendant ce temps-là sur Biharmoniste. Est-ce que les valeurs de votre entreprise sont peu claires? Est-ce qu'elles sont implicites? Donc elles ne sont pas formalisées, mais elles sont sous-entendues, elles sont évidentes. Est-ce qu'elles sont écrites, mais finalement pas tellement utilisées? Et est-ce qu'elles sont écrites et souvent une référence au quotidien et utilisées de manière concrète, par exemple dans le processus de recrutement, etc. Donc si vous pourrez répondre 1, 2, 3 ou 4, ça nous permettra de voir un peu la tendance. Donc bonjour à tous. Donc Biharmoniste en quelques mots, nous sommes un collectif d'experts en cohérence et en culture d'entreprise. On a lancé ça avec Hélène il y a 8 ans et aujourd'hui on est ravis de voir que ce thème de la culture d'entreprise, ce thème de l'alignement, ce thème de l'authenticité, c'est des thèmes qui sont de plus en plus porteurs. Je pense que la crise du Covid a aussi accéléré cette tendance. Et on voit aujourd'hui de beaucoup plus de dirigeants qui commencent à dire qu'on a envie de faire les choses autrement. On voit beaucoup de startups et de scale-up faire des succès incroyables en travaillant beaucoup sur leur culture. Je prends l'exemple d'Alan, par exemple, Spartoo qui vient d'annoncer son introduction en bourse et qui parle de culture d'introduction dans ses communiqués d'introduction en bourse. Donc aujourd'hui, c'est une tendance de fond de faire des valeurs, de la raison d'être et de la clarification de sa culture, de faire un levier de performance. Voilà, les harmonistes sont des anciens dirigeants et managers formés au coaching souvent et formés aussi à l'harmonie. Et on accompagne les entreprises sur 3 offres. L'une, c'est de travailler sur votre culture, raison d'être, valeurs, etc. D'aller jusqu'à la formalisation de votre culture sous la forme d'un culture code, d'animer des équipes de culture en interne qu'on appelle les culture teams. Voilà, donc il y a une vraie machine de guerre qui est mise en œuvre autour de la culture et qui est animée beaucoup par Hélène, notamment, qui est en charge de ce département. Et puis, deuxième offre, c'est une offre d'accompagnement des dirigeants et des équipes et du codir. Donc, c'est sous forme souvent de coaching. Et puis, le troisième offre, c'est une offre un peu plus spécifique sur les opérations financières où pour éviter les chocs de culture, pour que les intégrations se passent bien, on va accompagner une acquisition ou une cession d'entreprise. Alors, Hélène, ça donne quoi les réponses là? Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu. Oui, alors on a un peu de tout. Il y a du 4, donc bravo. On a autour de nous des experts, probablement. Du 2 et du 3, pas mal de 3 qui tend vers qui veut tendre vers le 4. Donc il y a pas mal, j'ai une majorité de 3, un peu de 4 et un peu de 2. On a une personne aussi en 1. Alors, on voit notamment aussi ce problème dans les entreprises. Aujourd'hui, les valeurs sont souvent travaillées, mais souvent un problème d'incarnation, de mise en œuvre opérationnelle. Donc, le passage du 3 au 4 est vraiment très délicat et on va l'aborder aujourd'hui. Allez, on y va, Hélène. Alors, on va commencer par un cri du cœur que Hélène nous a fait dans un super article qu'elle a intitulé « Non, le son ne suffit pas ». L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent sur leur raison d'être. Donc, on veut écrire une belle mission, dire qu'on a un impact positif sur la société, sur l'environnement, qu'on est une entreprise engagée, responsable, etc. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de se dire, avant de montrer cette image extraordinaire à l'extérieur, c'est bien d'abord de faire le ménage chez soi. C'est-à-dire, une belle raison d'être, c'est merveilleux, mais au quotidien, un salarié, ce qu'il a besoin, c'est déjà simplement de bonnes conditions pour faire son travail. Donc, c'est vraiment se dire, avant de créer ces magnifiques finalités, c'est important de travailler sur les modalités et de se dire comment est-ce que déjà en interne, je fais en sorte que chacun ait tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et là, les modalités, on va vraiment être au cœur des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de vivre, de quelle manière on a envie de travailler et comment est-ce qu'on s'assure d'abord que chacun a la place qui est la sienne et les conditions qui sont les meilleures pour pouvoir avancer avant de se lancer dans cette merveilleuse croisade, de dire qu'on va sauver la planète. Voilà, un cri du cœur pour dire, écoutez, la raison d'être, c'est vachement important, mais aussi les valeurs. Alors, définir des valeurs qui ne soient pas bateau, c'est aussi l'un de tes… Tu as fait aussi un deuxième article super qui explique c'est quoi des valeurs. Donc, et dire stop aux valeurs bateau. Donc, effectivement, le piège, le premier piège de poser des valeurs, c'est de se dire,
seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de prendre quelques mots et de les écrire sur notre site internet et de les parfois afficher au mur ou dans les salles de réunion. Et voilà, on aura des valeurs. Et les valeurs, en fait, c'est pas du tout des mots au hasard. Les valeurs, c'est des principes d'action. On parle vraiment d'action. C'est-à-dire les mots, ça sert à rien s'il n'y a pas des actions derrière. Alors du coup, petit exercice, on va voir par rapport à cette notion de valeur bateau. Je voudrais que vous écriviez dans le chat combien de valeurs vous allez avoir en commun avec la liste que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une liste de valeurs. Vous écrivez combien de valeurs sont en commun et vous pouvez évidemment, trichez pas si c'est pas tout à fait formulé comme ça, mais c'est quand même la même chose. Vous le mettez quand même dans le chat. Et même si c'est en anglais, vous traduisez. Alors, et pour ceux qui sont peut-être au téléphone, c'est respect, esprit client, qualité, satisfaction client, excellence, esprit d'équipe, innovation, responsabilité. Alors. Wow. 6. Ah, on a des bons scores. Il y en a certains qui sont à 5, 6. 8. Ah, il y a Vincent qui nous dit aucune, c'est bien. 0. 6. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce. 8. Voilà. 8. Wow. Ah ouais, ok. Bah oui. Du coup, voilà, il faut quand même savoir que ça, c'est 80% des entreprises. C'est le top 10 des valeurs, entre guillemets, bateau, c'est-à-dire qui sont utilisées partout. On n'est pas forcément en train de vous dire qu'il ne faut pas du tout les garder, mais en tout cas, pour beaucoup, maintenant, ces mots sonnent creux parce qu'en fait, ils sont utilisés à tort et à travers dans beaucoup d'entreprises où ils vont être juste affichés sur les murs. Donc, comment faire pour que justement ces valeurs-là ne soient pas bateau ou bullshit Voilà, donc on va vous donner quelques idées, mais effectivement, toutes les entreprises ne peuvent pas avoir les mêmes valeurs. Et essayez de trouver les valeurs les plus authentiques qui vous représentent le mieux. Et peut-être, on va le voir aussi tout à l'heure, comment les exprimer pour vraiment que ça sorte du lot et qu'elles soient retenues. Parce que l'important à la fin, c'est que les valeurs soient des principes d'action qui guident vos actions. Donc, effectivement, c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est vraiment comment on fait les choses chez vous. En fait, c'est vraiment ça. C'est les principes d'action, les principes de fonctionnement qui vont être le lien dans l'ensemble de votre entreprise. Ça va être plus que ça va être vraiment les comportements incontournables. Moi, j'aime bien cette expression, j'aime bien ce caractère d'incontournable. C'est vraiment ce qui va, ça va être des lignes rouges à ne pas franchir. Et si aussi on va avoir des critères de décision, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est à la fois sur le plan collectif, c'est à la fois aussi sur le plan individuel de chaque personne ça inclut aussi les managers. Donc voilà, la définition des valeurs, c'est vraiment du comportemental, à la différence de la raison d'être qui va donner du sens. Alors c'est quoi, Hélène, les critères qui caractérisent ces valeurs? Alors, des bonnes valeurs, entre guillemets, c'est quoi? Donc ça, ce sera un exercice que je vous encourage à faire. C'est passer aux valeurs actuelles à la moulinette de ces critères-là en les notant pour voir dans quelle mesure elles sont vraiment fortes. La première chose, c'est une valeur, puisque ça doit servir pour l'action, il faut qu'elle soit traduite concrètement en comportement. C'est-à-dire que les gens sachent qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière respect, c'est quoi le comportement? C'est toutes les règles, je les applique à la lettre, donc je respecte l'ordre, ou bien je m'adresse poliment à chaque personne à qui je parle. Ensuite, il faut que ce soit vraiment applicable à toute l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste quelques personnes qui vont représenter les valeurs, c'est la comptable, l'assistante à l'accueil, le développeur, tout le monde doit pouvoir vivre ces valeurs et elles doivent être aussi vécues aussi bien dans votre communication externe qu'en interne, qu'avec vos clients, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est applicable partout. Le troisième aspect, qui est le plus difficile, c'est elle est là. Elle est là, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est là où vraiment il y a un travail de repérage très fin pour se dire qu'est-ce qu'on est vraiment. Donc, comment on prend nos décisions spontanément. C'est quoi les critères implicites pour se dire quand la valeur, on la constate. On peut pas l'ériger en disant voilà, on est ça. Non, elle est là en fait, qu'on le veuille ou non. On met juste un mot dessus. Comment est-ce qu'on peut la repérer quand elle est transgressée? Quand quelqu'un ne la vit pas, que ce soit un client, un collaborateur, un candidat, ça coince, ça grince. Vraiment, il y a une réaction épidermique. Là, on sent qu'on touche à une vraie valeur. Et évidemment, si effectivement c'est une vraie valeur, on est capable de la favoriser, même au détriment du business, de se séparer d'un client ou d'un candidat qui avait l'air extraordinaire parce qu'on se dit non, cette personne n'est pas capable de vivre notre valeur.
Alors, c'est intéressant pour illustrer ce que tu dis sur la réaction épidermique de l'entreprise. Lorsque il se passe un événement dans une entreprise qui est contraire aux valeurs, parce que la direction a pris une décision et qui n'est pas compatible, qui est voilà, contraire, eh ben, vous allez avoir du corps collectif cette réaction. Donc et même dans les grosses entreprises. Donc, c'est l'exemple de Maven, du projet Maven chez Google, que certains d'entre vous ont entendu parler, c'était il y a 4 ans. Google avait décidé de postuler pour un contrat militaire avec le Pentagone pour utiliser les technologies de Google à des fins militaires. Et ça a généré une bronca véritablement à l'intérieur de Google. Du style 3000 personnes, 4000 personnes ont envoyé des posts. Il a commencé à y avoir des démissions. Voilà, parce que au tout départ de Google, il y avait marqué sur la porte du garage de Google Don't be evil, donc ne soyez pas maléfiques. Et voilà. Et donc là, cette décision business a touché du doigt quelque chose qui était très fort chez Google et qui a généré cette réaction. Donc en fait, c'est vraiment l'exemple pour dire que des valeurs vont s'appliquer à tout le monde, y compris aux dirigeants. C'est des guides extrêmement importants et que quand vous touchez à ces valeurs, vous touchez à des choses qui sont extrêmement profondes, extrêmement ancrées et qui vont générer des gros problèmes. Et c'est le cas, notamment, on accompagne les entreprises lors d'acquisition, lors de rapprochement, et lorsque l'on voit comme ça des nouvelles entités, une nouvelle identité à construire, et voilà, c'est la finesse de l'intégration, la finesse d'éviter ces chocs de culture, ces chocs de valeurs est extrêmement important. Alors, donc voilà, donc à côté de ça, l'important c'est aussi l'authenticité, Hélène. Effectivement, au-delà effectivement de faire des choses qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on a pu poser comme étant notre ADN, c'est important de poser un ADN qui nous ressemble vraiment. Le grand risque, c'est qu'en ce moment, il y a un peu des tendances, typiquement un peu ce que vous voyez là écrit, voilà, c'est important de parler de bienveillance, d'empathie, etc. C'est un peu comme les profils psychologiques. Il y a des personnes qui sont vraiment naturellement comme ça et c'est leur ADN. Il y a des personnes pour qui c'est pas naturel. Et donc, l'idée, c'est surtout de pas mettre des valeurs juste parce que ça fait bien, qui en fait ont rien à voir ni avec la personnalité réelle de l'entreprise, ni souvent, parce que c'est très lié avec la personnalité des dirigeants. Et du coup, il suffit qu'il y en ait une qui soit un peu fake et c'est l'ensemble des valeurs qui est complètement décrédibilisé. Donc, c'est vraiment important de partir de ce qu'on est. Vous êtes des joueurs de rugby, vous y allez à la dure, etc. Ben, c'est très bien, affichez-le, ça attirera les gens qui sont comme ça. À l'inverse, vous êtes des danseuses étoiles, vous voulez faire quelque chose de très fin, de très léger, c'est OK aussi. L'idée, c'est vraiment d'accepter cet exercice d'authenticité. Et il y a des boîtes, elles sont pas belles, c'est pas sexy, mais par contre, elles sont hyper authentiques, hyper cohérentes et ça marche du tonnerre. Donc vraiment, c'est pas essayer de mettre une vitrine, mais partir de ce qu'on est et l'assumer pleinement. C'est vraiment important. On a un exemple qui illustre ça, c'est le fameux exemple d'Enron. Là, vous voyez les Enron, après, bien avant le scandale, il y avait ces 4 valeurs qui étaient affichées partout, integrity, respect, etc. Et en fait, voilà, au niveau des dirigeants, c'était absolument pas le cas. Et donc, c'était pas des valeurs qui étaient du tout authentiques. Et donc, derrière, voilà, ça a volé en éclats relativement rapidement. Donc, voilà, donc cette authenticité est extrêmement importante. C'est pas évident toujours à mettre en valeur, donc il faut travailler à la fois sur ces valeurs authentiques, sur ces valeurs aussi, peut-être quelquefois on essaye de mettre des valeurs aspirationnelles pour changer un peu ces valeurs, donc c'est très délicat à faire si vous n'êtes pas dans des valeurs qui sont vraiment authentiques. Lorsqu'il y a un nouveau dirigeant, un nouveau manager, il peut y avoir des chocs de culture. Il y a aussi des notions de famille de valeurs. On passe là-dessus aujourd'hui, mais donc il y a une grande finesse dans l'authenticité des valeurs, leur composition et leur expression. Et là, cette slide, elle porte là-dessus. Vous avez différentes façons de les exprimer. Donc, on l'a vu tout à l'heure par des mots, ingéniosité, excellence, innovation, etc. Donc là, je vous ai mis sous forme de mots là, des choses un peu plus nouvelles, du style optimisme, positivité, ingéniosité, humour, voilà, ce genre de choses. Il y a des entreprises qui osent ce genre de valeurs. Et puis, vous pouvez, de plus en plus, on recommande de mettre un verbe, de mettre ça en action quelque part, donc be a member, et d'essayer de trouver des phrases, des slogans qui vont caractériser. Donc ça, par exemple, Hélène le fait très très bien. Dans plein d'ateliers, on essaye de sortir des mots pour aller vers des slogans qui vont être beaucoup plus représentatifs, qui vont être beaucoup plus concrets aux yeux et aux oreilles des différents collaborateurs. Voilà, donc on a même des slogans du style l'esprit de famille. Et là, je crois que voilà, c'est l'esprit de famille, c'est Châteauforme de mémoire. Tout le monde a le droit à l'erreur, personne au mensonge. Voilà, ces genres d'expressions beaucoup plus, je dirais, singulières qui vont être retenues. Donc voilà, donc cette expression des valeurs, elle est extrêmement fine, elle dépend de la culture de l'entreprise.
C'est pas la même dans une grosse entreprise que dans une petite entreprise. Puis après, il y a aussi comment les mettre en valeur, comment les expliciter. Donc, Hélène, tu peux nous donner ici un exemple? Alors, comment les mettre en valeur? L'idée, c'est de se dire, il ne faut pas que ce soit des injonctions qui restent creuses. Donc, encore une fois, hein, les mots suffiront jamais. Par contre, c'est important quand même d'avoir des formules qui sont faciles à retenir, qui sont percutantes, qui vont être faciles à mémoriser, à diffuser, etc. La notion de faut-il les afficher, pas les afficher, en fait, si vous les affichez, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous rajoute a priori une pression supplémentaire pour les vivre, parce que le cerveau, c'est un détecteur à incohérence. Donc, si vous les affichez, ça vous oblige à les vivre et à toujours les avoir en mémoire. Ça veut dire aussi que les gens vont être beaucoup plus attentifs à toutes les situations où elles ne sont pas vécues. Donc, c'est une pression de plus. Et effectivement, c'est quelque chose qui est du coup plutôt recommandé, même s'il vaut mieux avoir quelque chose d'invisible et de vécu que quelque chose de très visible et de pas vécu, encore une fois. Ouais, et puis aujourd'hui, par exemple, dans les startups, les jeunes, ont été tellement gavés par les valeurs. Alors, il y a des entreprises, on n'en parle jamais, et d'autres, on en parle tellement que, par exemple, les mettre sur les murs est devenu pratiquement caricatural. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre contexte, et c'est extrêmement fin. Il y a les explicités, et puis après, comment les exprimer. Je vous prends un autre exemple d'une entreprise vraiment qui, depuis 50 ans, a les mêmes valeurs et qui les a exprimées sous forme de mots, de phrases, pardon, extrêmement simples. C'est Manutan. Et vous voyez, chez Manutan, nous faisons simple et réglons les problèmes tout de suite. Voilà, c'est extrêmement clair, c'est extrêmement fort, et voilà, c'est beaucoup plus percutant et concret que d'avoir un seul mot qui veut dire simplicité, quoi, tu vois. Voilà, donc là, n'hésitez pas à aller un degré plus loin dans cette réflexion de mise en forme des valeurs. C'est ce que l'harmoniste vous encourage à faire. Alors, quel nombre de valeurs faut-il avoir, Hélène? Donc, le risque, effectivement, c'est quand on veut absolument avoir toutes les valeurs, on se retrouve avec une litanie qui est très difficile, encore une fois, à retenir. Le cerveau, globalement, il faut se dire, il ne dépasse pas la main. Donc, essayez toujours de vous dire plus de 5 valeurs, ça va être compliqué parce que les gens, soit ils vont les confondre, soit ils vont en oublier. Donc, en avoir 5, c'est pas mal. Nous, on recommande plutôt même 2 ou 3 parce que vraiment, l'idée, c'est mettre en valeur ce qu'il y a de très saillant chez vous. Je veux dire, l'intégrité, par exemple, on se dit, c'est un peu évident. C'est-à-dire, oui, on ne va pas être malhonnête. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'écrire? Par contre, qu'il y ait un truc qui est très, très particulier chez nous, alors du coup, ça vaut le coup de le mettre en avant. Se dire, voilà, ce côté Blablacar, ils disent, voilà, fun and serious. Donc, nous, on assume qu'on veut vraiment se marrer, en même temps, pas trop, être sérieux sans se prendre au sérieux. Et on le met et on l'affiche et on l'assume. Donc, choisissez ce qu'il y a de plus saillant et mettez ça en valeur. Et le reste, dites-vous, de toute façon, les gens ne le retiendront pas. Par exemple, Blablacar, donc ici, là, c'est une slide sur eux qui avait 10 valeurs au départ, hein, puisque Blablacar était vraiment l'un des initiateurs. Il y a 10 ans, ils ont travaillé sur la valeur, ils ont énormément poussé autour de ça, donc c'est fait partie des chantres des valeurs. Ils ont ramené leur valeur à 6, parce que vraiment, c'était 10. Ils ont travaillé aussi sur la mise en forme par les couleurs, etc. Voilà, donc nous, on recommande en général 3 valeurs. Il y a même des entreprises qui ont une seule valeur, hein. Je vous prends par exemple Back Market, ils ont une seule valeur qui est sabotage. Voilà, là au moins on sait que c'est un peu disruptif. Bon, ils ont décliné cette valeur sabotage en des sous-comportements, mais voilà, donc il est tout à fait possible d'avoir que 2 ou 3 valeurs, et bien sûr ça en élimine, on met un peu, on ne parle pas des autres comportements importants dans l'entreprise, mais je pense qu'il vaut mieux focaliser les gens sur un petit nombre de valeurs qui sont vraiment, vraiment vécues, plutôt que d'avoir un trop grand nombre de valeurs qui ne vont pas être retenues. Alors, comment mettre ces valeurs en action? C'est vraiment, une fois que vous les avez explicitées, 50% du challenge est vraiment de les mettre concrètement en action. Il faut se rendre compte que les valeurs, c'est vraiment un guide de décision. C'est un guide de décision pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'était Disney qui disait, ce n'est pas difficile de prendre des décisions une fois que tu sais quelles sont tes valeurs. Donc, arriver à ancrer ces valeurs et en faire un vrai référentiel de décision, on va le voir dans tous les aspects, pour recruter, pour promouvoir, pour la façon de communiquer, la façon de manager, on va le voir après. Donc c'est vraiment important. Je vous recommande aussi nos podcasts que Hélène et Vincent on anime. C'est des podcasts qui s'appellent Harmony Inside. Vous avez aujourd'hui une 40aine de podcasts, des entreprises qui ont vraiment mis en œuvre leur culture, et je pense notamment à Le Hibou, Christophe de Becq-Delièvre, qui vraiment explique qu'il se sert de ces valeurs pour régulièrement analyser les problèmes. Ils se rendent compte que souvent, lorsqu'il y a un problème, il y a une des valeurs qui n'est pas respectée, et ils vont utiliser ces valeurs comme le guide pour se réaligner tous ensemble.
Voilà, donc c'est vraiment un guide de comportement, un guide d'alignement, un guide de convergence, un guide de décision. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, comment les rendre actionnables, ces valeurs, Hélène? Alors, une des premières étapes que nous on recommande, c'est de mettre du concret derrière chaque mot ou chaque expression. Là, vous avez c'est en donnant qu'on reçoit le plus. Donc là, c'est une des valeurs, c'est de se dire, ok, concrètement, c'est quoi les actions que je mets derrière? Parce que moi, je rentre dans l'entreprise, on me dit cette phrase, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je donne. Donc, on m'explique, précisément ce qu'on attend de moi en termes de comportement. Et ce qui est très important là-dessus, c'est que pour que les valeurs aient de la valeur, il faut aussi que ce soit une forme de mesure d'évaluation. Et donc, grâce à ça, je sais que c'est ça qui est attendu de moi et que potentiellement, je vais être évaluée là-dessus. Donc, du coup, ça me donne un cadre très clair, moi, en tant que collaborateur, pour agir. Et on sait que tout le monde est logé à la même enseigne. Ce qui est important, ça peut être de dire aussi, c'est quoi les compétences qu'il va falloir développer. Ça veut dire aussi que c'est les compétences qu'on va pouvoir repérer chez les candidats potentiels, de se dire s'ils n'ont pas ça, ça va peut-être être compliqué pour eux de vivre la valeur. Et très, très important, en plus de parler des comportements et des compétences souhaitées, c'est parler aussi des lignes rouges. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, la valeur d'une valeur, c'est au moment où elle est transgressée. Et du coup, il faut expliciter, ça veut dire quoi en fait la transgresser? Donc, parce que sinon, je peux me dire, ok, tout ça c'est bien, je vais essayer de le vivre, mais par contre, lui, il ne le vit absolument pas, il ne se passe rien. Donc là, c'est important de définir aussi, voilà les lignes qu'on refuse de franchir et de bien expliciter quelles sont les conséquences de les... Donc voilà, c'est là, il parle par exemple de carton rouge, donc c'est une notion d'avertissement et s'il n'y a pas de correction derrière, c'est effectivement la personne, on lui demande de partir. Mais au moins, les choses sont très claires dès le départ. Et ça, c'est vraiment important de se dire, il faut que les règles du jeu soient super claires pour que chacun puisse se dire, ok, du coup, j'adhère, je comprends le système et je peux me positionner. Alors, la façon de les faire émerger, la façon de définir un peu tous ces, de les décliner, va énormément dépendre de votre culture d'entreprise, mais il faut prendre en compte aussi l'aspect collaboratif que tu fais souvent, Hélène, parce que si on n'implique pas les équipes dans ce processus d'explicitation, de définition, de mise en action, ça va manquer de pertinence. Là, quelques exemples de déclinaison. Donc, nous, notre travail, c'est non seulement de vous aider à mettre des mots dessus, de vous aider à les mettre en valeur. Donc, par exemple, on peut faire un manifesto des valeurs. On fait comme ça des petits books, des petits livrets qui explicitent ces valeurs, où on les incorpore dans une démarche plus globale au niveau de la culture. Mais après, de manière très concrète, c'est aussi décliné en action. Et en action, c'est dans le processus de recrutement, dans le processus d'onboarding, d'intégration des équipes. Voilà, comment ces valeurs peuvent être animées dans le processus, dans les styles de management, dans le débriefing, le feedback des collaborateurs, dans l'évaluation des collaborateurs, dans leur promotion. Voilà. Et puis aussi tout l'aspect business et communication. C'est comment le discours commercial, comment l'expérience client va faire vivre vos valeurs. Et vous devez avoir vraiment ce parallélisme entre l'interne et l'externe constamment. Voilà, donc c'est un travail, si vos valeurs ne sont que pour l'interne et c'est un peu trop RH, il manquera quelque chose. Il y aura une incohérence entre le business et les RH. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller loin dans la déclinaison. Et c'est là où les harmonistes vont vous encourager à aller un degré plus loin chaque fois et à oser des choses. Et on va vous donner quelques exemples. Alors, comment faire vivre après ces valeurs? Comment essayer de vraiment les diffuser en interne auprès de tous les collaborateurs, Hélène? Effectivement, donc la première étape, comme le disait Patrick, c'est il faut que ces valeurs elles soient co-construites, c'est-à-dire autant que possible. Après, des fois, c'est des valeurs qui ont déjà été posées depuis longtemps, etc. Mais au moins qu'elles soient revues collectivement. Il faut vraiment que ce soit quelque chose, une dynamique dont s'emparent les collaborateurs, qui soit énormément porté par les dirigeants. Il y avait une question tout à l'heure de dire est-ce que les valeurs sont forcément les mêmes que celles des dirigeants? Si les dirigeants, parce que les dirigeants, ça évolue, etc. En tout cas, il faut que les dirigeants soient prêts à les porter pleinement. Donc, peut-être que ce n'est pas eux, au départ, leurs valeurs fondamentales. Il y a peut-être une ou deux choses qu'ils auraient mis différemment, mais en tout cas, il faut qu'ils jouent le jeu à fond, de les incarner, de les défendre, etc. Parce que sinon, effectivement, il y aura naturellement une tension qui va se créer entre les valeurs qui vont incarner, qui sont les leurs naturellement, et les valeurs de l'entreprise. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, en général, quand il y a un vrai changement de dirigeant qui a des valeurs totalement différentes, il faut revoir totalement les valeurs de l'entreprise parce qu'il y a une inflexion qui se fait. Donc là, l'idée, c'est en tout cas, en interne, nous, ce qu'on recommande souvent, et qu'on constitue à l'issue des workshops qu'on fait, c'est une culture team, donc une équipe qui va vraiment être en charge de la culture. Et il y a un peu 3 types d'actions qu'on peut mettre en œuvre. Des actions d'abord de transmission, d'animation des valeurs,
Donc, ça peut être des formations, évidemment, de l'onboarding, ça peut être des animations des types une journée des valeurs, de focaliser lors des séminaires. Les séminaires annuels en particulier, c'est une très, très bonne opportunité de retravailler sur les valeurs. Il y a une entreprise, United Credit, par exemple, chaque année, ils focalisent sur une valeur dans un séminaire. Et ils vont la faire vivre de plein de manières différentes, mais ce sera le thème du séminaire. Donc, ça permet de chaque année revoir et s'approprier en profondeur une valeur. Il y a ensuite ça peut être des rituels, des outils, des supports que vous créez. Une autre dimension au-delà de la transmission, de l'animation, ça va être l'utilisation concrète. Donc là, ça peut être, effectivement, Patrick parlait d'un culture code, ça peut être des grilles de scoring, donc des outils très concrets pour se dire, tiens, comment est-ce que j'évalue qu'un candidat a ou n'a pas les valeurs? Ça peut être des guides de décision qui s'appuient sur les valeurs. Ça peut être un leadership model pour se dire comment les managers vont vivre, eux, ces valeurs. Et enfin, le dernier aspect qui est important, c'est aussi de mettre en place des outils, des systèmes d'évaluation pour voir comment est-ce que les valeurs évoluent. Ça peut être des enquêtes pour se dire comment on peut progresser pour encore mieux les faire vivre. Ça peut être aussi des évaluations en positif, en ayant chez Château Forme, par exemple, ils ont des étoiles des valeurs. Ça peut être repérer les personnes ou les équipes qui ont vraiment incarné chaque valeur et puis justement les valoriser. Et ça peut être aussi dans les systèmes d'évaluation RH, se dire comment est-ce que je vais aussi évaluer sur les valeurs. Waouh. Alors, une autre question, et je vais en profiter pour répondre à deux de vos questions là, qui est notamment comment éviter l'esprit scout militaire. Il ne faut pas non plus que ça devienne un carcan, il ne faut pas non plus que ça devienne du clonage, quoi. C'est-à-dire que en travaillant sur ces valeurs, on essaye, ça crée un phénomène de clonage de l'ensemble des collaborateurs. L'idée de ces valeurs, c'est vraiment d'avoir une sorte de comportement incontournable, d'avoir une sorte de centre de gravité qui va permettre, qui va ouvrir au contraire à la richesse des personnes, qui va à la richesse des savoirs, etc. Donc l'idée, c'est qu'à partir de ce dénominateur commun, donc les valeurs, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun qui vont souder vos équipes, qui va créer la confiance à l'intérieur de votre collectif. Mais à partir de ce moment-là, ça doit ouvrir au contraire à la richesse. Ça doit, une fois qu'on a ces valeurs sont vraiment ancrées, sont fortes, et là, elles sont limite scouts et militaires en valeur, mais tout le reste, ça doit permettre au contraire la liberté. Alors, je vous prends l'exemple de Chapka. Chapka, c'est un de nos clients historiques, il y a de cela 7 ans, et c'est un courtier en assurance voyage. Et ils avaient un problème extrêmement concret qui était, c'est un courtier d'assurance voyage, donc c'est permettre aux jeunes de parcourir le monde et d'avoir une bonne assurance. Et donc souvent on regarde ça le week-end, que soit le jeune ou ses parents, et puis appelle le lundi pour avoir plus de renseignements, savoir est-ce que cette assurance couvre le risque de plongée ou le parachutisme. Et en fait, il y avait donc 5 fois plus d'appels le lundi que les autres jours de la semaine. Et donc, comment faire pour gérer cet afflux d'appels, voilà. Et sachant que dans l'ADN de l'entreprise, il y a cette notion de convivialité dans leurs valeurs. Et donc, il aurait été impensable de déléguer, d'outsourcer. Ils ont essayé, mais ça ne marchait pas du tout. Et donc, ce qui s'est passé là, on a été posé aux équipes, là, on a animé cet atelier en disant aux équipes, alors comment on peut résoudre ce problème? Est-ce que vous avez des idées? Et en travaillant dans une dynamique collaborative, ce qui est ressorti spontanément des équipes, c'est que il y a l'informaticien qui a levé la main et le comptable qui a levé la main en disant mais moi finalement le lundi matin ou le lundi après-midi consacrer une de mes journées à répondre aux clients, même si je suis comptable, même si je suis informaticien, ça me dérange pas, je veux bien le faire et au contraire je trouve ça sympa quoi, de participer à l'effort collectif. Et aujourd'hui chez Chapka, et maintenant depuis 3-4 ans, la totalité de l'entreprise répond au téléphone le lundi en fonction d'une procédure d'escalade. On commence par évidemment le service client, après il y a le service commercial et puis après on monte et puis l'informaticien et le comptable sont les derniers à être dérangés parce que c'est pas des jobs c'est des jobs qui sont un peu perturbés. Dans ces cas-là, les dirigeants sont au milieu, les dirigeants aussi répondent au téléphone. Et donc voilà, cette solution qui a été mise en œuvre dans cette entreprise n'aurait pas pu être mise en œuvre dans une autre entreprise. Et pourquoi elle a été mise en œuvre? Parce qu'il y avait cet ADN de réactivité qui était ancré depuis le départ, qui était quelque chose, cette notion de réactivité et de réponse rapide, et puis la simplicité était là. Donc vous aviez les conditions ADNiques pour trouver cette solution et c'est les équipes qui les ont trouvées elles-mêmes. Donc voilà, donc en fait, à partir de ce corps de valeurs, vous allez pouvoir trouver des solutions complètement originales qui sortent complètement des sentiers battus, qui sont vraiment singulières et c'est ça qui est original. Voilà. Et donc d'oser assumer des solutions, des idées qui sont en phase avec votre culture. Alors, comment en faire finalement tout ça? Donc, on milite beaucoup avec Hélène et l'ensemble des harmonistes, on est une vingtaine d'harmonistes, à transformer ces notions de culture, de notions implicites, des notions beaucoup plus performantes de ces guides de management. Alors, quel bénéfice ça va générer? Hélène, je te laisse la parole.
Alors, Hélène, ton micro et peut-être. Pardon. Ça va avoir un effet extraordinaire, d'abord en interne, mais aussi, et c'est très intéressant, en externe. J'ai l'histoire en tête d'un cabinet qui est un petit cabinet, qui avait dans leur ADN oser et rire. Et ils ont décidé de répondre à un énorme appel d'offres européen pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Et ils ont joué à fond la carte de l'audace, la carte du rire. Ils ont fait des trucs très, très décalés, très drôles, des fausses feuilles de match. Ils se sont présentés comme en faisant semblant d'être des joueurs de différentes équipes, etc. Et ça a tellement plu de voir justement ces valeurs complètement incarnées qu'ils ont remporté l'appel d'offres face à tous les grands cabinets de conseil européens. Donc, c'est vraiment de dire il y a des bénéfices. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'avoir répondu en vivant à fond leurs valeurs, même s'ils avaient perdu, ça avait créé une dynamique d'engagement extraordinaire parce qu'ils se disaient, mais c'est génial, on assume vraiment ce qu'on est, on est tous alignés, on est vraiment une équipe, on a des valeurs fortes et on est prêt à les vivre, à les mettre en action. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant pour créer cet engagement. Et évidemment, on vous en a parlé tout à l'heure, hein, l'idée des valeurs, c'est surtout de... paradoxalement, plus on veut de liberté, plus on veut d'autonomie, plus il faut poser un cadre. Il faut poser un cadre super clair. Et les valeurs, ça pose un cadre extraordinaire. Ça vous enlève beaucoup de pression en tant que dirigeant parce que finalement, les décisions, elles n'ont plus à être prises par vous, elles sont prises par les valeurs. Et ça permet aussi de pouvoir, du coup, beaucoup plus rapidement grandir parce que vous avez ce cadre que tout le monde partage et du coup, ça libère beaucoup d'énergie. Alors, des exemples très concrets, si vous devez convaincre quelqu'un, si vous avez un associé, si vous avez un dirigeant, un manager, à convaincre de se lancer sur ce travail, sur les valeurs, oui, on peut aujourd'hui parler de plus grande productivité, plus grande autonomie, vient de le dire Hélène, un engagement, parce que tout ce qui va être autour de la culture, les valeurs, mais aussi bien sûr la raison d'être, il n'y a pas que les valeurs, ça va encourager cette fidélisation des collaborateurs, leur motivation. On voit des impacts aussi très très nets dans les coûts de recrutement, et parce que d'abord une fidélisation, comme je le disais tout à l'heure, et puis il est beaucoup plus facile de recruter. Écoutez nos podcasts, notamment je vous recommande celui de Germinal, Kevin Duchier, qui explique que vraiment ils ont une culture très forte, il l'exprime de manière extrêmement forte, et qui fait que lorsque les collaborateurs postulent chez Germinal, ils savent très bien à quoi s'attendre, ils savent très bien quelle est la culture, quels sont les comportements, ils aiment ou ils n'aiment pas. Donc ça fait, soit ça attire les candidats, soit au contraire ça fait en sorte qu'ils ne vont même pas se présenter, mais ça permet de faire une sorte de sélection naturelle. Et donc c'est extrêmement puissant. Donc voilà. Et par exemple chez Chapka, dont je parlais tout à l'heure, et chez beaucoup de nos clients, on arrive au fur et à mesure du temps, parce que voilà, il faut que ça rentre dans les usages, à intégrer ces valeurs dans les critères de sélection, dans les questions lors des interviews des candidats. Et au fur et à mesure, le dirigeant a décidé de déléguer complètement les recrutements aux équipes. Donc, c'est les équipes qui recrutent leurs propres collègues. Alors, le dirigeant garde bien sûr les managers clés, mais le recrutement est complètement délégué, tellement aujourd'hui c'est clair le type de candidat qu'on cherche, tant en termes de savoir-faire que de compatibilité culturelle. Voilà, donc moins de structure hiérarchique, le fait aussi de plus mettre en autonomie, fait que vous avez des structures qui sont plus horizontales, ce qui est extrêmement recherché aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que une baisse des coûts, voilà, et puis surtout un gros impact sur l'expérience client. Voilà, c'est vraiment un énorme guide d'expérience client et donc de fidélité client. Donc vous avez derrière, on peut vraiment voir les impacts une fois que vous êtes arrivé à créer cet alignement autour de ces valeurs. Et là encore, sans perdre la diversité des profils et l'innovation, comme on l'a vu. Mais voilà, et alors je citais tout à l'heure Christophe, le dirigeant de l'EIBU, qui est une des scale-up qui marche très très bien actuellement. Il dit, avec des valeurs partagées, tu dors sur tes deux oreilles parce que tu sais que tes collaborateurs vont être des bons ambassadeurs, ils vont vraiment refléter l'ADN, l'âme de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment ça, que l'ensemble des collaborateurs se comportent comme le dirigeant le ferait et prennent des décisions comme le dirigeant le ferait. Voilà, et c'est à ce moment-là que vous avez un véritable alignement. Et quand vous voyez des entreprises comme Netflix, qui est vraiment le porte-étendard de dire aujourd'hui, voilà, Netflix qui a deux valeurs, hein, excellence et responsabilité. Voilà, ils misent énormément là-dessus, mais ils laissent énormément d'autonomie aux équipes, et c'est une des entreprises les plus performantes au monde. Un autre exemple peut-être, Châteauforme, Hélène. Donc, Châteauforme, effectivement, c'est un exemple qu'on aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment posé le principe du management par les valeurs. Donc, c'est de se dire, les valeurs, c'est un outil de management, et on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est cette notion de cadre. Il y avait une question de Jean-Luc qui disait, est-ce que effectivement, quand on est en croissance rapide, en particulier hyper croissance des effectifs, du chiffre d'affaires, est-ce qu'on garde les mêmes valeurs ? On peut garder les mêmes valeurs à partir du moment où elles ont été vraiment transformées
en outil de management dont tout le monde peut s'emparer, c'est-à-dire, c'est justement Frédéric Mazzella de Blablacar qui en parlait, qui disait, en fait, les dirigeants sont de moins en moins accessibles hein, quand on croit, les managers, on n'a pas forcément le temps de les former. Donc, en fait, c'est les valeurs qui vont permettre de manager les gens. C'est-à-dire que c'est pas le manager qui sera celui qui va donner le oui, le non, donner les décisions. C'est les valeurs qui vont servir de cadre de décision commune à tout le monde. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite puisqu'on peut prendre les décisions de manière autonome et donc on peut croître beaucoup plus rapidement. Et évidemment, ça renforce du coup voilà, la confiance, l'autonomie, etc., la responsabilisation de chacun. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, chez Château Forme, c'est quelque chose qu'ils ont énormément développé et poussé très, très loin. Puisque vraiment chacun peut prendre des décisions en fonction de ses valeurs et ça se reflète dans toutes les pratiques, dans tous les comportements. Tout le monde, en fait, doit être un ambassadeur de la culture et la vivre et la diffuser en interne et en externe. Alors, une très bonne question qu'on peut se poser aussi, c'est quand travailler sur ces valeurs? Est-ce qu'on travaille sur ces valeurs à quelle taille? On a envie de vous répondre avec Hélène que c'est dès le départ. Dès le départ et à chaque étape. Généralement, les entreprises travaillent sur la valeur soit au passage des 50 collaborateurs, parce que là, le dirigeant ne connaît plus le nom. On voit aussi le prénom de chacun des collaborateurs, donc on est obligé de mettre un peu de milieu de management, donc il faut définir comment on recrute, etc. On voit aussi, même avant, on voit aussi pas mal de startups qui travaillent, qui se plantent sur les premiers recrutements, qui ne travaillent pas sur cette compatibilité culturelle, sur cette compatibilité de valeurs, et donc et qui travaillent sur ces valeurs. Donc c'est devenu vraiment un standard dans les startups aujourd'hui de travailler sur ces valeurs le plus tôt possible, voire dès la création de la société. Et puis au-delà de ça, vous avez le travail, je vous ai mis ici l'international. En fait, c'était vraiment une très bonne illustration. Comment arriver à se développer de manière internationale. Vous avez là encore dans nos podcasts énormément de témoignages de dirigeants qui y arrivent très bien. Je pense à Diam, je pense à Cofigeo et d'autres comme ça, et entreprises. Et voilà. Et donc, cette capacité aujourd'hui à faire de vos valeurs ce centre de gravité dont on parlait tout à l'heure, qui va faire qu'en sorte que chacune des cultures géographiques locales, dans ce qu'on appelle l'interculturel ou le multiculturel, vont pouvoir s'exprimer, mais autour de ce centre de gravité. Donc, se développer à l'international sans avoir travaillé sur ces valeurs, c'est quand même extrêmement délicat parce que ça va créer des sous-cultures, donc des silos à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Donc, donc n'hésitez pas à travailler sur vos valeurs dès le départ, aux différentes étapes si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à travailler sur leur authenticité. Et ce que vous voyez, ce que nous, les harmonistes, on essaye de faire, c'est non seulement de vous encourager à aller un degré plus loin dans la formalisation, dans la mise en valeur de ces valeurs, dans leur ancrage, dans leur incarnation, voilà, et puis travailler aussi sur l'authenticité, sur l'exemplarité et l'authenticité des dirigeants, c'est quelque chose de très, très important. Donc à la fois travailler sur les valeurs et à la fois travailler sur du coaching humain pour faire en sorte que ces valeurs s'ancrent, que le dirigeant ou des équipes de dirigeants, le CODIR, incarne vraiment ces valeurs. On a souvent des problèmes au niveau du CODIR aussi, c'est ce manque de relais au niveau des valeurs. Voilà. Donc, Hélène et moi, on vous remercie énormément pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous appeler. Voilà, il y a aussi un bouton en haut en rouge, là, cliquez ici pour prendre rendez-vous. Si vous avez vraiment envie d'aller un degré plus loin dans cette réflexion sur les valeurs, comment les mettre en œuvre. Voilà. Hélène, je te laisse répondre peut-être aux premières questions. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions. Donc, si vous avez justement une question un peu spécifique, un cas, etc., n'hésitez pas à nous appeler, même pour parler pendant 10-15 minutes. Vraiment, nous, on est tout à fait ouverts à la discussion. Prendre rendez-vous n'est pas vous engager pour un processus de 10 mois. C'est vraiment juste pouvoir parler de votre problématique. Alors, Justine a posé plein de questions. Justine, donc au début, elle parlait du fait que, au départ, si tout le monde a les mêmes valeurs, est-ce que c'est un peu du clonage? Et puis ensuite, comment engager ce travail sans se planter? Quels sont les pièges qu'il va falloir éviter? Donc effectivement, tout le monde a les mêmes valeurs, c'est toujours pareil. En fait, c'est pas une question d'avoir les mêmes valeurs, c'est une question de qu'est-ce qu'on affiche. Et le gros problème, c'est un peu comme dans les entretiens où tout le monde va vous dire les mêmes qualités quand vous leur demandez ou quels sont vos défauts. Et en fait, il n'y a aucun candidat qui sort du lot. Mais parce qu'aucun candidat s'autorise à vous dire, en fait, moi, ma qualité, même si je veux faire de la compta, c'est que je suis quelqu'un d'hyper créatif. Et donc, c'est vraiment, si tout le monde a les mêmes valeurs, c'est qu'en fait, personne n'assume ou peu assume leurs vraies valeurs. Et ils ne sont pas prêts à les montrer parce qu'ils ont peur de jugement, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent, tiens, ça ne fera pas bien, ou parce qu'ils n'ont pas fait justement ce travail en profondeur de se dire qui on est vraiment. Et du coup, effectivement, c'est vraiment là, un des pièges à éviter, c'est celui-là. C'est vraiment de partir dans ce travail en acceptant
que ce qui va ressortir, c'est pas forcément les valeurs les plus sexy. Et d'accepter, de se dire, en fait, c'est ça qu'on est et on l'assume et on va au contraire en jouer à fond. Et c'est ça qui va devenir derrière un énorme facteur de différenciation. Ça plaira pas à tout le monde, mais tant mieux. Parce que de toute façon, on peut pas attirer tout le monde, on peut pas travailler avec tout le monde. Donc vraiment, c'est l'idée d'aller chercher les personnes au-delà des candidats, même les clients, l'écosystème qui vous ressemblent et du coup, de vivre vos valeurs pour attirer ces gens-là qui se reconnaîtront dedans. Je vous encourage aussi avant la prochaine question à ce que aller lire nos FAQ. On a des FAQ et il y a 2 articles extraordinaires qui ont été écrits par Hélène aussi sur ces sujets. Je vous ai mis le lien là vers notre FAQ sur les valeurs d'entreprise. Vous avez énormément d'informations. Et Hélène vous a aussi mis le lien vers nos podcasts. Et puis n'hésitez pas aussi, il y a Valérie qui est aussi présente et qui a passé des coups de téléphone à certains d'entre vous avant pour préparer ce webinaire, et je le remercie, et qui vous passera peut-être un petit coup de téléphone après pour voir qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont vos ressentis. Et si vous connaissez des entreprises ou des dirigeants qui sont intéressés à travailler sur ce sujet ou qui devraient travailler sur le sujet, on est vraiment extrêmement preneurs. On est vraiment des militants de cette cause sur la culture d'entreprise, mais on essaye effectivement de travailler avec des entreprises qui sont sensibles à ces notions-là pour en faire un vrai levier de croissance. Hélène, une autre question? Il y avait une question auquel je pense que tu peux répondre, tu as déjà un peu répondu, de Bertrand, qui disait: est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à afficher les valeurs prévisionnelles désirées dès la création de l'entreprise, ou est-ce qu'il est préférable de passer par cette étape de révélation, donc de peu à peu voir ce qui émerge? C'est une question extrêmement délicate et super. Pourquoi? Parce que est-ce que les valeurs viennent du collectif? Parce que Hélène vous a expliqué tout à l'heure que oui, elles doivent vraiment représenter le collectif, sinon ça ne marche pas. Mais aussi quel est l'impact du dirigeant. Et c'est vraiment une rencontre entre les valeurs inhérentes à l'entreprise authentique, l'ADNique, et puis aussi les valeurs du dirigeant. Au départ, on voit beaucoup d'entreprises de start-up qui définissent les valeurs par le dirigeant, et ça marche, ça peut très bien marcher, parce que le dirigeant va être non seulement l'ambassadeur, c'est lui qui va recruter les premiers collaborateurs, et souvent il y a un certain nombre de dirigeants qui veulent vraiment que l'entreprise soit à leur image, qu'on crée une entreprise pour faire justement les choses à leur façon, et donc la culture de l'entreprise va être très proche de celle du dirigeant, puis au fur et à mesure des années, en fonction de l'enrichissement du nombre de collaborateurs, elle va évoluer, elle va se séparer progressivement, elle va se distinguer progressivement, avec des nuances au départ, puis après avec des différences majeures avec la culture du dirigeant. Mais effectivement, il est tout à fait possible dès le départ pour un dirigeant de dire voilà, les valeurs de l'entreprise, c'est ça. Par exemple, avec Hélène sur Biharmoniste, on a 3 valeurs, et ces 3 valeurs, elles ont été définies au départ par nous deux, par les 3-4 premiers harmonistes qui étaient là. Et c'est des valeurs qui nous correspondaient vachement. Il y avait énergie positive, il y avait efficacité agile, parce qu'on voulait toujours avoir cette agilité, et puis confiance dans l'humain. Voilà, c'est nos 3 valeurs à nous au sein de Biharmoniste. Et c'est des valeurs qu'on a travaillées avec Hélène parce que ça nous correspondait, qu'on avait envie de vivre une aventure entrepreneuriale dans un écosystème de comportement qui nous allait, dans lequel on allait prendre plaisir à aller travailler tous les matins. Donc voilà, donc il y a vraiment un curseur à mettre entre les valeurs ADNiques de l'entreprise qui sont représentées par tout le monde, qui sont vraiment des comportements implicites incontournables, et le souhait du dirigeant. Et trouver la bonne mesure, notamment en cas de nouveaux dirigeants, c'est extrêmement fin, et c'est là qu'un harmoniste peut être très utile. Une autre question, peut-être encore. Je vois qu'il y a encore plein de présents, donc c'est génial. C'est que voilà, on est ravis de toutes vos questions, de votre intérêt pour ce sujet. Est-ce qu'on va revoir en replay? Oui, il y aura un replay, oui. Il y a un enregistrement du webinaire qui a été fait. Pour ceux en particulier qui sont arrivés un peu en retard, vous pourrez ainsi avoir peut-être compléter un peu sur les pièges à éviter, sur tout ce qu'on peut faire pour se planter. Ce qu'on peut faire aussi pour se planter, c'est mettre énormément d'énergie à faire un super travail collaboratif d'émergence des valeurs, où on va vraiment impliquer tout le monde, on va impliquer aussi les parties prenantes. Ça, c'est hyper intéressant, parce que d'avoir des regards externes, souvent, ça apporte justement beaucoup de choses. Nous, en interne, on n'aurait jamais osé le dire, mais des personnes qui nous voient d'un œil un peu extérieur, des clients qui nous suivent depuis longtemps, des actionnaires, des partenaires, des fournisseurs, ils disent des choses sur nous qui sont pour le coup très vraies et très objectives, et du coup, qui nous obligent à parfois se dire « Ah oui, en fait, on est vraiment comme ça ». Et donc, on fait énormément d'efforts, on fait ensuite une grand-messe où on va révéler les valeurs, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ensuite, on se dit « Ouh là là, bon, c'est bon, on a mis tellement d'efforts, maintenant, on va se calmer un peu ». Et du coup, tout retombe. C'est-à-dire, il y a un très bel effet d'annonce, et puis derrière, il n'y a rien qui est mis en œuvre. Donc, nous, on recommande de vraiment équilibrer
et s'il faut même faire des choix, de beaucoup plus mettre d'efforts sur la mise en action que sur la partie émergence et révélation des valeurs. C'est-à-dire cette partie-là, oui, elle est importante parce qu'il faut aller vraiment chercher dans ce qu'on est de manière très authentique, mais ça ne sert à rien de faire 180 entretiens individuels. Vous aurez souvent beaucoup de réponses qui vont vite se recouper parce que les choses, si elles sont présentes naturellement, elles sont assez rapides à détecter, en tout cas quand on a un œil un peu aguerri pour ça. Et par contre, ce qu'il faut, c'est mettre beaucoup d'efforts sur la déclinaison parce que ça prend du temps. C'est vraiment un effort sur la durée, c'est des rituels à mettre en place, c'est des comportements qu'il va falloir peu à peu s'assurer que chacun va vivre. Donc, le gros piège, c'est vraiment ça, c'est de penser que c'est quelque chose de one shot et qu'une fois que c'est défini, c'est bon. Non. Ce qui est très important, c'est comment est-ce qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que ce soit vécu dans la durée. C'est pour ça que souvent, en tant qu'harmonisme, on va travailler à la fois dans ces travaux d'émergence des valeurs. On peut travailler aussi sur un séminaire, comme le disait Hélène. Hélène anime avec ses différents autres harmonistes des séminaires vraiment autour de ces valeurs. C'est vraiment un très bon sujet, comme on le disait. Mais ce qu'on aime aussi, c'est travailler dans la durée et non seulement après avoir mis en valeur et faire émerger, mis en valeur ces valeurs, pouvoir dans la durée s'assurer de leur bonne incarnation. Donc dans ces cas-là, on fait un suivi, une sorte avec des piqûres de rappel régulières et ça permet d'animer, je dirais, et d'avoir cette flamme qui est préservée au niveau des valeurs. Une autre question qui est intéressante là, c'est comment adapter les valeurs en cas de forte croissance du chiffre d'affaires et des effectifs. Une question de Jean-Luc. C'est une super bonne question et c'est pour ça que les startups et les scale-up, on voit les grands succès comme Content Square. On peut écouter le podcast qu'on a fait sur Content Square par exemple, mais sur d'autres, Insect, etc. L'importance pour toutes ces scale-up, donc ces entreprises en hyper croissance, de travailler sur les valeurs pour s'assurer que l'ensemble des nouveaux collaborateurs, parce que c'est des entreprises qui doublent d'effectifs quasiment chaque année, donc il y a énormément de nouveaux collaborateurs qui arrivent, donc comment créer cette sauce commune entre les anciens et les nouveaux, comment arriver à faire en sorte que les gens soient opérationnels le plus vite possible, donc les valeurs sont énormément travaillées dans l'onboarding, etc. Donc c'est vraiment important et l'exemple des scale-up est vraiment aussi très important pour pouvoir gérer cette montée en puissance dont parlait Hélène tout à l'heure. C'est vraiment les valeurs et l'un des clés, et de manière générale, avoir une culture claire, donc aller des valeurs, mais aussi on va travailler sur la raison d'être, sur leur vision, sur l'ambition, sur l'organisation, sur comment on prend les décisions chez nous. Donc en fait, c'est avec l'ensemble des harmonistes, notre travail, nous, est de travailler sur l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise, fondamentaux identitaires, donc la culture d'entreprise, qui vont permettre à tous les collaborateurs d'être autonomes, qui vont permettre aussi d'afficher ça à l'extérieur pour créer des phénomènes d'attraction, d'attractivité de l'entreprise. Voilà. Et c'est ce travail qu'on encourage l'entreprise dans une dynamique de performance, d'autonomie, de cohérence et d'alignement des équipes qui va générer des structures beaucoup plus légères, beaucoup plus autonomes, beaucoup plus innovantes. Merci beaucoup à tous. Est-ce que, Hélène, tu veux répondre? Peut-être une dernière chose par rapport dans la lignée de ta question. Donc d'abord, il y a effectivement la conclusion, je pense, de tout ce webinaire. Rendre les valeurs en action tangible, c'est la clé, oui. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il faut vraiment mettre les valeurs en action. C'est ça qui est le plus important. Évidemment, trouver les bonnes valeurs au départ, ça va être important aussi. Mais à partir du moment où vous les mettez en action, de toute façon, vous vous rendrez compte que si vous avez choisi quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'ADN, vous n'arriverez pas à le mettre en action parce que personne ne suivra. Donc, c'est aussi une bonne manière parfois de tester les valeurs. C'est quand on les met en pratique et si on se rend compte que personne suit, on se dit « Ah tiens, il y a peut-être un problème avec ça ». Ce qui peut être d'ailleurs une réponse pour quand il faut revisiter un peu les valeurs. Par rapport à ce qu'on disait sur la croissance, dans les situations de fusion-acquisition, de croissance externe, ou de fusion. Patrick, est-ce que tu peux un peu dire qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on peut réussir à revisiter une culture ou à construire une nouvelle culture? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ouais, en fait, c'est vraiment des cas extrêmement intéressants. Vous avez des acquisitions et comment faire en sorte de pas perdre les collaborateurs. C'est vrai que si vous avez, et là les cas de figure sont extrêmement différents, donc c'est vraiment de sur-mesure. Vous avez des entreprises qui ont une culture très forte et plus la culture sera forte. Imaginez, vous faites l'acquisition d'une société qui a une culture très forte. Cette culture très forte, et Hélène a fait un très bon article là-dessus, va créer, comme votre système immunitaire en fait, et ça va créer un phénomène de recroquevillement, etc. Et s'il n'y a pas d'ouverture
de chacune des deux cultures vers l'autre culture, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des sous-cultures et ça peut durer 20 ans comme ça. On a vu chez Casino, il y avait encore, chez Carrefour, il y avait encore les anciens Promodest, chez Engie, il y avait les Suez et GRT Gaz, enfin voilà. Et on voit se vivre encore pendant des années des luttes intestines qui sont improductives. Voilà, donc comment arriver à recréer, à vraiment éviter les chocs de culture, c'est un travail vraiment en finesse. On va cartographier la culture de la société achetée, la société acquéreuse, et on va regarder les points convergents, les points divergents, et on va travailler soit sur un schéma d'intégration intelligent, le plus fin possible, soit en mariant les cultures tout de suite, soit au contraire en les laissant se séparer, soit en y allant en douceur, soit en surfant là-dessus, et souvent aussi en reconstruisant un nouveau projet ensemble. Les deux équipes vont reconstruire un projet, et pourquoi pas redéfinir à ce moment-là l'ensemble de leur culture, vision, mission, valeur, etc. et tout le reste. Voilà. Et on voit énormément de tensions, par exemple. Je pense à la fusion de deux entreprises qui avaient des valeurs relativement similaires, mais des modes d'organisation radicalement différents. L'un qui étant plutôt en organisation libérée, l'autre en une entreprise américaine très, très hiérarchique. Je crois qu'Hélène, tu vois qui je veux dire. Eh bien, ça a explosé. Il y a, je pense aussi à Cotton Square qui dit dans son podcast que voilà, il y a suite à une acquisition d'une société israélienne qui avait une grosse équipe commerciale aux États-Unis et eux-mêmes avaient des équipes commerciales. Il y avait les pro-Trump et il y avait les pro-Biden et ça a été une hémorragie des deux côtés parce que ça a été extrêmement compliqué. Voilà, donc ce travail dans les opérations de croissance externe, de réorganisation est extrêmement fin. Et c'est là qu'avoir un regard externe, voilà, on adore ces sujets-là et on maîtrise ces notions d'opération financière, ce qui nous permet de vous donner des conseils en âme et conscience. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce webinaire. On a encore pas mal de participants, donc je trouve ça vraiment… encore des dernières questions, des témoignages que vous voulez faire, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci Michel d'avoir été là, Michel que j'ai eu au téléphone hier. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous comme je le disais et si vous avez un sujet que vous voulez aborder sur vos valeurs en particulier, bon, on n'est pas du tout avare de passer 30 minutes, au contraire on adore passer un peu de temps avec vous pour réfléchir. Et puis n'hésitez pas à parler de nous aussi parce que voilà, Harmonis c'est un nouveau métier d'entreprise, c'est pas du marketing, on a vraiment voulu avec l'ensemble des harmonistes, notamment avec Hélène, créer un métier où on va travailler sur la culture, on va travailler aussi sur la cohérence, l'alignement vraiment de manière globale. Donc, on a une approche qu'on appelle systémique pour les experts, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur le business, sur le financier, sur la stratégie, sur la RH, mais pour travailler sur cette cohérence. Donc voilà, donc c'est vraiment une nouvelle approche, c'est de faire les choses de façon différente. Voilà, donc c'est vraiment important de parler de nous, vous avez nos FAQ, vous avez nos articles, vous avez nos podcasts, n'hésitez pas à les pousser à gauche, à droite, voilà, et on est ravis si vous identifiez des problématiques ou des dirigeants qui sont sensibles à ces sujets, ben, mettez-nous en relation, voilà, pour faire en sorte que ces notions globales de culture soient beaucoup plus diffusées dans notre écosystème. Et ce qui commence à être le cas. Donc, on est ravis avec Hélène, ça fait 8 ans qu'on a lancé Be Harmonis et on est ravis de voir qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer autour de ça, mais on n'est pas encore au seuil critique des 15 ou 20% des boîtes. Je pense qu'il y a peut-être 5% des entreprises qui sont sensibles à ça ou 10%. Voilà, et quand il y aura 15 à 20% des entreprises qui vont vraiment se dire, OK, la culture, c'est un levier concret de management et c'est un incontournable, c'est un must-have, et ben, dans ces cas-là, on aura un vrai phénomène, je pense, d'entreprises beaucoup plus harmonieuses qui est ce pourquoi qui est notre raison d'être, et permettre aux entreprises de se développer de manière plus harmonieuse. Voilà, c'est un beau mot pour la fin, non? Très bien, ouais. Merci vraiment à tous. Merci pour vos échanges, pour vos réactions et pour vos questions. Et voilà, on sera ravis de continuer ces échanges en direct avec vous, peut-être en physique, sait-on jamais. Ah, bientôt, bah oui, on va pouvoir… Ça devient possible. Donc voilà, et on vous encourage vraiment à… Voilà, il faut… Lancez pas une révolution, mais si vous pouvez faire au moins un petit pas de plus vers cette authenticité, vers le fait de poser des bonnes valeurs ou de les assumer, de les mettre en action, ce sera déjà une très, très bonne chose. À bientôt, très bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous.